Il faisait que lire, debout, calme, un livre à la main, quand ils lui ont passé les menottes comme s'il venait de crier «bombe» à la porte d'embarquement. Pas un mot plus haut que l'autre, pas de mouvement brusque, même pas un sac à dos posé par terre. Juste un bagage en cuir, une carte d'embarquement bien pliée et un silence qui, apparemment, a dérangé une femme beaucoup trop. Son nom? Pas important, on va l'appeler comme elle est, riche, nerveuse et toujours prête à signaler tout ce qui ne ressemble pas à son petit cercle de brunch. Elle s'est penchée vers la jante à la porte, a chuchoté comme dans un film d'espionnage, a pointé du doigt l'homme noir en manteau long et a dit « Il est trop calme, trop calculateur, il y a un truc qui cloche ». Et c'est tout ce qu'il a fallu. Deux agents de sécurité de l'aéroport, Raleigh et Watson, reçoivent le signal radio. Homme suspect, environ 60 ans, potentiellement en repérage, il ne vérifie pas les caméras, ne pose pas de questions, ne regarde même pas son nom. Ils foncent droit sur lui comme s'ils allaient arrêter un terroriste. L'homme s'appelait Dr Malcolm Rees, conseiller juridique pour les Nations Unies, vétéran décoré, et l'un des auteurs des protocoles que ces mêmes agents étaient en train d'enfreindre. Mais ça, il ne le savait pas encore. Laisse-moi te raconter un peu avant, parce que ça, c'est important. Avant d'être professeur Rees, c'était juste Malcolm, un gamin de Baltimore-Est dont le père n'est jamais revenu d'Irak et dont la mère nettoyait 4 cuisines par jour pour payer le loyer. À 17 ans, il s'est engagé dans les Marines. Pas pour la gloire, juste pour fuir la faim, le vacarme et cette étrange invisibilité qu'ont les jeunes noirs, toujours ignorés, toujours surveillés. Mais les Marines, c'était pas tendre. Il était le plus lent de sa division pendant les 3 premiers mois. 2 côtes cassées, échec en navigation et une fois évanoui de déshydratation. Mais il n'a jamais abandonné, jamais. Il lisait les cartes à la lumière de la lune, courait jusqu'à ce que ses pieds saignent, mémorisait les conventions de Genève comme d'autres récitent des prières. Parce que pour lui, la guerre, c'était pas les armes, c'était les règles. Et si on écrivait les bonnes, on pouvait protéger les faibles. Cette conviction l'a porté pendant 2 missions à l'étranger, puis jusqu'à Columbia en droit grâce à la bourse des anciens combattants. Plus tard, La Haye. Pendant 30 ans, il a sillonné les couloirs du pouvoir en silence, témoignant, conseillant, rédigeant des lois. Mais ce matin-là, à la porte 19, ça n'avait plus aucune importance. Pour eux, il était juste une menace en manteau bleu. Alors, quand ils l'ont arrêté, Raleigh gonflé d'assurance, Watson les yeux fuyants, Malcolm n'a pas bougé. Il s'est tourné lentement, les yeux clairs, et a dit « Bonjour messieurs, que puis-je faire pour vous ?» « Vous mettez les autres passagers mal à l'aise », répond Raleigh, le ton sec, comme s'il attendait ce moment depuis des années. « Je lis », réplique Malcolm, en montrant calmement la transcription judiciaire qu'il tenait. « Veuillez vous écarter », lance Raleigh, et il l'a fait. Pas par peur, mais parce qu'il savait exactement ce que c'était. Et dans sa tête, il enregistrait déjà tout, ton, distance, témoin. Les menottes sont sorties quand il a demandé les numéros d'insigne. Et la foule a halté quand il a dit « Dr Malcolm Rees ». Conseiller juridique auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais les menottes sont restées. La vidéo a inondé le net plus vite que l'avion n'aurait pu décoller. Un ado du nom de Zion a tout filmé depuis 3 sièges plus loin. A mis la légende « C'est ça, la sécurité maintenant ?» Et au moment où il traînait de Malcolm vers la salle de sécurité, elle comptait déjà 25 000 vues. Et là, les choses se sont envenimées. Parce que dans cette petite salle sans fenêtre, les mains de Watson tremblaient. C'était pas un mauvais flic. Pas vraiment. 12 ans de service, surtout des patrouilles tranquilles. Mais quand Malcolm l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Tu n'as même pas demandé qui j'étais », un truc s'est cassé en lui. Pendant ce temps, à l'étage, le responsable des opérations de l'aéroport, Declan Meyer, regardait les images sans comprendre. « Qui a autorisé ça ?» a-t-il demandé. Personne n'a répondu. Quand il est entré dans la salle de sécurité avec 2 représentants fédéraux et une carte diplomatique, Raleigh pensait encore pouvoir s'en sortir. « On a agi suite à un signalement », dit-il. Comportement suspect. « Vous voulez dire assis calmement ?» répond Declan. Raleigh bégaye. Elle a dit qu'il observait les bagages. « Les siens ?» ironise Declan sans changer de ton. À ce moment-là, les menottes ont été retirées. Mais les dégâts, ils étaient déjà faits. Et là, le twist. Malcolm n'a pas crié, il n'a pas menacé, il n'a pas porté plainte sur le champ, il a juste regardé les agents, a hoché la tête et a dit « Ce n'est pas seulement à propos de moi, ça ne l'a jamais été ». Mais cette retenue, elle n'a pas fait de lui un héros pour tout le monde, parce que dans les heures suivantes, la vidéo était partout, CNN, BBC, même les talk-shows de fin de soirée. Les gros titres ont divisé l'opinion.
Détention arbitraire à Heathrow, érudit ou provocateur, les commentaires ont explosé. Certains l'appelaient un modèle, d'autres un manipulateur. Un journal est même allé jusqu'à publier « Dignité ou drame ». Les autorités locales ont paniqué. Le chef de la police a balbutié un communiqué tiède. Le service presse de l'aéroport a parlé de « malentendu procédural ». Et Véronica, la femme qui avait tout déclenché, elle a tenté de supprimer ses réseaux sociaux, trop tard. Internet avait déjà tout retrouvé, y compris son bloc de vin, et l'a réduit en miettes. Les affaires internes ont lancé une enquête. 2 avocats des droits civiques ont été nommés. Une audition parlementaire sur l'éthique a été convoquée dans les 72 heures. Et l'ONU, ils ont déposé une requête officielle. Parce que menotter une personne sous immunité diplomatique, ce n'est pas une simple erreur. Et Malcolm, on lui a proposé une conférence de presse. Il a refusé. À la place, il est allé dans une école de quartier à Brixton et a dit simplement « Si ça peut m'arriver à moi, imaginez ceux qui n'ont pas mon nom ». Alors, que fait-on quand on a été humilié en public, menotté comme un criminel pour avoir lu en silence, et que le monde entier regarde? Si vous êtes le docteur Malcolm Rees, vous ne criez pas. Vous ne portez pas plainte, du moins pas tout de suite. Vous vous asseyez à un petit bureau d'hôtel surplombant la Tamise, vous vous servez un café noir et vous commencez à écrire un brouillon de 22 pages intitulé « Réforme structurelle dans le contrôle policier des transports publics ». Un protocole de prévention. Ouais. Il a rédigé la solution avant même qu'ils aient fini de bricoler leur excuse de relations publiques. Et quand le lundi est arrivé, ce document, complet avec formation obligatoire anti-biais, comité de surveillance indépendant, accès public aux plaintes, caméras embarquées, tout ça se trouvait déjà sur les bureaux de 6 ministères différents. Et tu veux savoir le plus ironique ? La même salle où on l'avait enfermé quelques jours plus tôt accueillait maintenant une audition disciplinaire à huis clos avec l'agent Raleigh mal à l'aise, un avocat des droits civiques qui repassait chaque image au ralenti et 2 juristes qui posèrent les questions qu'il aurait dû poser avant de passer les menottes. Avez-vous vérifié son identité avant de le détenir? Non, madame. A-t-il refusé de coopérer? Non. A-t-il menacé physiquement quelqu'un? Non. Alors qu'est-ce qui vous a semblé justifier l'intervention? La voix de Raleigh a tremblé. Il avait une allure étrange. Et dans ce silence, tout le monde a senti le poids de milliers d'autres personnes qui avaient été suspectées, humiliées, réduites à un cliché, juste parce qu'elles avaient à l'air suspectes. Et dehors, la ville bouillonnait. Les médias creusaient et surprise. Raleigh avait 3 précédentes plaintes pour abus, 2 réglées discrètement. Une classée, faute de preuves. Les réseaux sociaux étaient en feu. Le nom de Malcolm est devenu un hashtag viral pendant 4 jours consécutifs. Mais la pression ne s'est pas arrêtée aux journaux. Il y a eu des manifestations, des discours. Une fresque a même été peinte à Brixton avec le visage de Malcolm et ces mots en lettres majuscules « La dignité n'est pas une menace ». Mais ce n'était pas qu'un triomphe. Dans les jours qui ont suivi, Malcolm a reçu autant d'amour que de haine. Certains l'arrêtaient dans la rue pour le remercier. D'autres murmuraient des insultes. Un homme l'a même suivi jusqu'au métro en marmonnant « traître ». Et puis, il a dû choisir. Un journaliste lui a tendu un micro et lui a demandé « Docteur Rees, allez-vous porter plainte ?» Il n'a pas répondu tout de suite, parce qu'en vérité, Malcolm ne cherchait pas la vengeance. Mais il savait aussi que s'il laissait passer ça, des centaines d'autres n'auraient jamais droit à une caméra, à un nom, à une voix. Il avait du pouvoir. Et avec ce pouvoir venait la responsabilité de décider, pardonner ou dénoncer. Pendant des jours, il a pesé le pour et le contre, seul dans sa chambre. En marchant longtemps dans Londres, écoutant les messages de sa sœur, infirmière à Baltimore, qui disait « Malk, je suis fier de toi, mais ne les laisse pas s'en sortir comme ça ». Il a pensé à l'agent Watson, celui qui a desserré les menottes, celui qui a dit « Je suis désolé ». Il a pensé à Tania Ruiz, cette jeune flic suspendue après avoir dit la vérité. Ce n'était pas une procédure, c'était du profilage. Et il a pensé à Véronica, probablement en train de siroter du vin quelque part, persuadée qu'elle avait juste été prudente. Et enfin, il a pris sa décision. Il a publié une déclaration, 4 phrases seulement. « Je ne demanderai aucune compensation financière. Je ne poursuivrai pas les agents individuellement, mais j'exigerai des changements institutionnels. Et je ne m'arrêterai pas tant qu'ils ne seront pas inscrits dans la loi. » Cette déclaration a frappé plus fort que n'importe quelle poursuite. Parce que ce n'était pas une revanche, c'était un plan. Et Malcolm n'en est pas resté là.
Il a fondé l'Institut RIS pour la vérité publique, un centre juridique et politique chargé de recenser les violations des droits civiques dans les aéroports, de former les forces de l'ordre et de créer des ponts entre législation locale et normes internationales. En 6 mois, l'Institut a aidé à renverser 2 expulsions injustifiées, a signalé 3 aéroports pour dérives procédurales et a soutenu des dizaines de familles invisibles jusque-là. Et Tania, elle a rejoint l'équipe en tant que responsable de l'éthique. Mais tout le monde ne l'a pas applaudi. Un groupe extrémiste l'a traité d'agent mondialiste. Des mails anonymes l'ont menacé, certains politiciens, en quête de buzz, l'ont accusé de saper le travail des vrais policiers. Malcolm, il n'a rien répondu, il s'est simplement rendu dans des mairies, des facs, des églises, partout où on voulait bien l'écouter. Et il a raconté son histoire. Pas pour la gloire, mais pour que d'autres la portent après lui. Un jour, lors d'un forum, une lycéenne s'est levée et a demandé « S'il n'y avait pas eu de vidéo, que se serait-il passé ?» Malcolm a fait une pause, puis il a répondu « Alors cette histoire ne serait pas la mienne. Elle aurait été enterrée avec les autres. » Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel discours. Parce que c'est là le fond du problème, non? Ce n'était pas seulement un homme, ce n'était pas seulement une porte d'embarquement. C'était chaque fois où quelqu'un est jugé pour ce qu'il semble être, pas pour ce qu'il fait. C'était chaque fois où le silence est vu comme un danger, où le calme est perçu comme une menace. C'était chaque fois où un simple murmure, celui d'une femme trop sûre d'elle, qui pouvait déclencher un engrenage, à moins qu'une voix plus forte dise « stop ». Alors, la prochaine fois qu'on vous dit que les histoires ne changent rien, racontez celle-là. Racontez Malcolm Rice. Pas juste l'homme qu'on a menotté pour avoir lu un livre, mais celui qui s'est levé, a réécrit les règles et a fait en sorte que la prochaine personne n'ait pas à le faire. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si c'était vous, auriez-vous pardonné ou auriez-vous tout dénoncé jusqu'au bout? Dites-le dans les commentaires, parlons-en. Parce que la justice ne vit pas que dans les tribunaux. Elle vit ici, en nous.